Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Nicolas Sarkozy et David Cameron accueillis en héros en Libye. Au même moment, le Conseil national de transition annonce l'entrée de ses forces à Sirte, l'un des derniers bastions pro-Kadhafi. Il y a un travail à terminer, confirme le président français. Le premier débat des primaires socialistes ce soir, se différencier sans transformer les échanges en foire d'empoigne. Défi des 6 candidats. Avec nous tout à l'heure, Jean-Pierre Mignard, porte-parole de la haute autorité de la primaire. Et puis les sondeurs, Éric Bonnet de BVA et Hugues Cazenave d'Opinionway. Le gouvernement veut taxer les propriétaires qui louent à prix d'or des chambres de bonne. Est-ce la meilleure façon de faire baisser les loyers? À Paris notamment, et bien l'avis dans ce journal de notre invité tout à l'heure, Jean-Yves Manot, l'adjoint au logement du maire de la capitale, où l'on trouve quelques 20 000 de ces micro-logements. Une courte allocution où il fut question de liberté, de courage et du soutien de la France. Un pins aux couleurs de la Libye soudainement accroché à sa veste. Et puis un bain de foule, place Tahrir, dans lequel il a entraîné David Cameron. Benghazi, la capitale de l'insurrection libyenne, restera pour Nicolas Sarkozy l'étape la plus forte de son voyage éclair du jour. Flora Sauvage. Accueilli en héros à Benghazi, le siège historique de la résistance contre le dictateur libyen, Nicolas Sarkozy s'est exprimé devant une foule en liesse. 7 mois après le début de la rébellion, l'instigateur de la guerre menée par l'OTAN contre le colonel Kadhafi a rejoint à Tripoli son homologue britannique David Cameron. Les deux chefs d'État ont d'abord visité un hôpital avant d'aller à Benghazi pour faire une déclaration commune. Peuple de Libye, vous avez démontré votre courage. Aujourd'hui, vous devez démontrer un nouveau courage, celui du pardon et celui de la réconciliation. Cette visite marque l'aboutissement pour Nicolas Sarkozy d'une guerre très personnelle, une visite qui a relancé les spéculations sur la redistribution de la manne pétrolière libyenne par le nouveau gouvernement issu de la rébellion. Mais Nicolas Sarkozy a démenti l'existence d'un accord secret entre Paris et Londres de partage des richesses de la Libye. Il préfère mettre en avant l'amitié qui unit la France et la Libye. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Alors que Mouammar Kadhafi reste toujours introuvable, des tirs nourris ont été échangés sur la route de Sirte, la ville natale du dirigeant libyen en fuite. Ce matin, à Tripoli, Nicolas Sarkozy et David Cameron avaient souligné que Kadhafi reste un danger. Il y a un travail à terminer, a donc déclaré le président français. Alain Juppé, présent aujourd'hui en Libye, à côté du chef de l'État, dispensé d'audience au procès des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Le tribunal de correctionnel, en effet, renonce à l'entendre. Il devait initialement entendre le ministre des Affaires étrangères ce jour. 6 candidats en quête de suffrage. Premier débat des primaires sur France 2 tout à l'heure pour les prétendants socialistes et radicales de gauche concernant M. Baillet. L'enjeu pour chacun des postulants présentés par Marie Brémaud. Ils vont se retrouver à nouveau tous les 6, mais ce soir, les sourires de façade vont laisser la place aux confrontations. 2 heures d'émission durant lesquelles il va falloir briller. Et Ségolène Royal a déjà annoncé la couleur. Passer à l'attaque pour défendre les Français, oui. La présidente de Poitou-Charentes va devoir se faire une place sur le devant de la scène. Mais attention, Martine Aubry est prête. C'est son père, Jacques Delors, qui l'affirme. Ma fille est en pleine forme. Elle se débrouille très bien. La maire de Lille s'est longuement préparée selon son entourage car elle doit rattraper son retard sur François Hollande. Car dans les sondages, c'est lui le favori. C'est donc l'homme à abattre, la cible potentielle de toutes les attaques. Le député de Corrèze va relever un défi, prouver qu'il sait monter au front. Face notamment aux critiques d'Arnaud Montebourg ou Manuel Valls qui n'ont rien à perdre et tout à gagner à l'issue de ce débat. Quant à Jean-Michel Baillet, inconnu du grand public, le président des radicaux de gauche a là l'occasion de se faire entendre. Sur place, en tout cas, à la porte du studio de la Plaine Saint-Denis, nous retrouvons Michael Zamès. Michael, est-ce que des candidats sont déjà arrivés ?
Oui Michel, bonsoir. À la porte exactement du studio. On n'a pas le droit de rentrer dans ce studio, question de sécurité bien sûr. Alors les candidats arrivent au compte-gouttes. Le premier, Jean-Michel Bella, est arrivé il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis Arnaud Montebourg vient d'arriver, tout souriant. Il avait l'air détendu avec quelques amis derrière. Vous savez, ils ont le droit de venir avec une dizaine d'accompagnants, mais qui ne pourront pas assister directement au débat. Ils seront dans les loges. Et puis doivent arriver également Martine Aubry et Ségolène Royal pour des questions de maquillage. Elles seront dans la même loge et pourront être maquillés, suivront évidemment les autres candidats, cette fois masculins. Ils iront après dans des loges séparées. Il y a besoin évidemment de concentration. Il faudra être concentré pour 2 heures de débat. Un débat, vous savez, il y a eu beaucoup de négociations avec le Parti Socialiste. Difficile d'organiser ces débats, mais ils auront bien lieu. Il y aura tout d'abord 1 minute pour convaincre. Ce sera Martine Aubry qui commencera à s'exprimer, puis viendra après une dizaine de minutes face à des journalistes. Et puis le débat de 35 minutes, un débat très attendu par l'ensemble évidemment de socialistes et par l'ensemble des personnes qui iront certainement voter le 9 et le 16 octobre prochain. Plus que quelques heures à attendre et nous ici nous scrutons l'arrivée des uns et des autres. Une voiture est en train d'arriver, on ne sait pas encore qui est dedans, on va vous le dire peut-être en direct si on peut vous le montrer. En tout cas tous les journalistes ici sont présents, essayent de recueillir quelques éléments, quelques interviews. Pour l'instant je vais vous dire Manuel Valls vient de faire son apparition. Vous voyez, les candidats arrivent les uns après les autres. Merci Michael. Donc tout le monde sera à pied d'œuvre à l'heure dite. Selon BVA, François Hollande consolide sa position d'archi-favori. Mais les sondages sont-ils crédibles alors que la primaire est un scrutin inédit et aux multiples inconnus? Nous ouvrons donc le débat dans un instant. Brice Hortefeux, relaxé en appel du délit d'injure raciale. On se souvient de la formule de l'ancien ministre de l'Intérieur devant un jeune militant de son parti, Amine. Ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. La Cour a jugé irrecevable la constitution de partie civile du MRAP qui avait obtenu la condamnation de Brice Hortefeux en première instance. Mais la Cour d'appel retient que sur le fond, les propos de Brice Hortefeux sont méprisants et outrageants. Le MRAP a décidé de se pourvoir en cassation. Les prières dans la rue seront interdites à partir de ce soir, minuit. Le ministre de l'Intérieur se dit déterminé à faire respecter la loi au nom du principe de laïcité. Nous pourrions aller jusqu'à l'emploi de la force si nécessaire, prévient dans le Figaro Claude Guéant, qui se félicite néanmoins du dialogue entamé à Paris. D'ultimes négociations sont menées sur l'ouverture d'un lieu de culte pour les musulmans dans une caserne désaffectée du 18e arrondissement. Reportage sur place, Margot Aubrio. Cette ancienne caserne aux allures d'entrepôt désaffecté, voilà la nouvelle mosquée du 18e arrondissement. Les débris jonchent encore le sol et dès demain, cette propriété de l'État ouvrira ses portes aux fidèles musulmans. C'est ici qu'ils devront prier, ici et plus sur la voie publique. Derrière nous, vous savez, c'est tout ça, c'est la future salle de prière de bout en bout qui fait à peu près dans les 2000 mètres carrés. Demain, c'est du provisoire, hein, c'est pas prêt, parce que nous avons pris la charge de relooker l'immeuble. Le relooking en question est loin d'être fini. Cette mosquée de fortune devra quand même accueillir jusqu'à 2500 croyants. Des locaux loués 30 000 € par an jusqu'en 2014. 30 000 € pour mettre fin aux prières de rue dans le quartier de la Goutte d'Or. Les fidèles, eux, sont partagés, heureux de ne plus avoir à prier dans la rue, sceptiques devant tant d'improvisation. Oui, on peut prier partout, au moins que ce soit un lieu propre, un lieu saint. Si le lieu n'est pas adapté, on ne pourra pas de toute façon y aller et puis tout le monde priera ici, pour ne pas changer nos habitudes. Que se passera-t-il si ces croyants persistent à prier dans la rue? Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a prévenu, il pourrait aller jusqu'à l'emploi de la force pour faire respecter la loi. Un nouveau propos alarmiste de Christine Lagarde sur la situation européenne. La directrice générale du FMI évoque en effet le cercle vicieux dans lequel est plongée, selon elle, l'économie du continent. Situation aggravée par les atermoiements des dirigeants politiques. Mais elle ne visait pas Nicolas Sarkozy ni Angela Merkel, qui l'ont personnellement très rassurée, a précisé Christine Lagarde dans la foulée de son discours prononcé aujourd'hui à Washington. À Paris, la bourse a terminé en forte hausse de 3,27%. À suivre, notre débat sur les primaires, sont-elles tronquées par les sondages ?
Avec nous, Jean-Pierre Mignard, bonsoir, porte-parole de la haute autorité de ces primaires citoyennes, Éric Bonnet, directeur chez BVA, et Hugues Cazenave, président d'Opinionway, auteur de La guerre des sondages. Un quart des Français se disent prêts à participer à la primaire socialiste. Le chiffre de BVA, vous allez le commenter, surprend ce matin, on l'a vu à la une de tous les journaux régionaux notamment. Donc, et plus de 6 millions se disent même prêts, et même certains, d'aller voter. Jean-Pierre Mignard, est-ce que vous croyez que vous serez ainsi dépassé par votre succès? Ouais, je ne sais pas. En tout cas, ça traduit un intérêt qui est considérable, hein, qui est en tout cas massif, et qui va certainement, en tout cas dans les réponses qui sont données aux instituts de sondage, bien au-delà de ce que l'on pouvait nous-mêmes imaginer. On le sent bien d'ailleurs à travers un certain nombre de réactions, de réflexions données par des responsables du Parti socialiste, des amis, qui disent 800 000, 1 million. On sent bien qu'il y a une espèce de crainte de devoir avancer un chiffre trop important qui serait démenti par une participation effective. Alors, je crois que c'est prudent, mais il ne faut pas non plus que cette prudence bloque la dynamique non plus. Donc il faut être un peu ambitieux, sans aller jusqu'à penser que 6 millions de personnes voteraient. Je crois aujourd'hui en effet que la barre de 1 million de personnes est la barre basse. 1 million. Ah oui, je pense. Votre voisin BVA, il dit 6 millions sûrs. Je pense que c'est le plancher. Je pense que c'est de grandes précautions. Oui, mais le mieux pour vous, quand même, ce serait qu'il y ait des files d'attente le jour du vote. Non, moi j'ai toujours pensé que nous pouvions être vraiment très sérieusement entre 2 et 3 millions. Je pense que c'était, compte tenu des moyens que nous déployons, et énormes, hein, que déploient les responsables socialistes un peu partout, vraiment c'est un travail de titan. Je crois en effet qu'on peut faire face à 2-3 millions d'électeurs. Je ne sais pas, cependant, si vous avez raison, s'il y avait tant de monde, alors là... Alors, Éric Bonnet, vous avez vu quand même beaucoup de scepticisme quand même de Jean-Pierre Mignard, qui serait très heureux avec la moitié du chiffre que vous avancez, avec certitude ce matin quand même. C'est-à-dire que les gens qui nous disent être complètement certains d'aller voter, ça représente 15% des Français, donc si on le traduit, ça fait 6 millions de personnes. Je ne pense pas non plus qu'il y ait véritablement 6 millions de personnes qui y aillent, parce que dans ceux qui nous disent être complètement certains, il y en a certainement qui n'iront malgré tout pas. Mais il n'y en aurait ne serait-ce que la moitié, déjà ce serait 3 millions, déjà ce serait considérable pour le Parti socialiste par rapport à leur objectif d'1 million qu'ils s'étaient fixé en début de campagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à cette question, on voit une évolution dans le temps, la même question posée, et on voit que ceux qui nous disent « oui, je suis complètement certain d'aller voter » a tendance à augmenter. Donc il se trouve que l'intérêt pour la campagne semble être réel et semble même augmenter dans les jours en jour, ce qui est intéressant également. D'accord. Alors la question que l'on pose notamment, on va revenir bien sûr sur l'enjeu de ces primaires et de ce débat de ce soir à Jean-Pierre Mignard, c'est la crédibilité des sondages. La question se pose parce que c'est une grande première. Vous faites des sondages, messieurs, mais vous n'avez pas de référence, quoi. Il y a beaucoup d'inconnus. Oui, alors c'est vrai que sur ce sujet du référent historique des primaires, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais on pourrait dire un peu la même chose de toute élection, parce que certes, une élection présidentielle, il y en a eu auparavant. Mais chaque élection, ce sont des candidats nouveaux. C'est une participation qui est très différente, qui peut être d'un scrutin à l'autre très différent. Par exemple, en 2007, il y avait une très forte participation à la présidentielle. On peut imaginer qu'en 2012, elle ne soit pas aussi forte. Donc le corps électoral, il va bouger. Entre les deux élections, il va bouger considérablement. Donc je pense que chaque élection est difficile à analyser et les primaires, elles le sont peut-être un peu plus, mais je ne pense pas qu'il y ait de différence de nature entre le travail que l'on fait sur les primaires et le travail que l'on fait sur des élections européennes, par exemple, où la participation est très faible aussi. Oui. Alors autre question, on s'en souvient, en 2006, on avait dit que Ségolène Royal avait été en fait désignée par les sondages. Est-ce qu'il va se reproduire la même chose cette année avec François Hollande? Alors je me tourne vers vous, Éric Bonnet, ce matin, je le disais, la presse régionale titrait sur Hollande super favori, Hollande s'envole. Le match est déjà fait? Alors non, le match n'est pas fait. Juste une petite précision, juste avant, par rapport à ce qui vient d'être dit. On a fait un sondage, dans le sondage qu'on a fait ce week-end, il y avait une chose intéressante. On a regardé les résultats uniquement auprès de l'ensemble des sympathisants socialistes, uniquement auprès de ceux qui nous disent pouvoir aller voter, et uniquement auprès de ceux qui nous disent être certains d'aller voter. Et on voit que les résultats sont exactement les mêmes. Ce qui signifie que ceux qui sont sympathisants de gauche, ils ont les mêmes intentions de vote que ceux qui peuvent aller voter, qui ont même les mêmes intentions de vote que ceux qui sont sûrs d'aller voter. Donc on ne voit pas pourquoi ceux qui auront réellement voté auraient eux des intentions de vote extrêmement différentes. D'accord. Alors le candidat
candidat, vous le désignez déjà haut la main. Non, aujourd'hui on voit effectivement que François Hollande prend une certaine avance sur Martine Aubry. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont complètement pliées, car les intentions de vote sont pour le coup mouvantes dans le temps, principalement pour les primaires, parce que lorsqu'on préfère François Hollande, ce n'est pas compliqué de changer d'avis et de préférer ensuite Martine Aubry, puisqu'ils sont tous les deux socialistes. C'est beaucoup plus facile de changer d'avis entre deux socialistes que de changer d'avis, par exemple, entre un Sarkozy et un candidat socialiste pour une présidentielle. Donc les intentions de vote peuvent encore énormément évoluer et rapidement. Jean-Pierre Mignard, Ségolène Royal a dénoncé une manipulation des esprits à propos des sondages, et notamment en raison de la méconnaissance du corps électoral qu'elle met en avant, et puis des échantillons très faibles que vous retenez, paraît-il, messieurs, dans vos calculs. Est-ce que vous estimez que cette primaire est biaisée d'une certaine manière, notamment, je le disais, par ces titres qu'on a vus de la presse régionale ce matin sur François Hollande? Il y a une recommandation de la Haute Autorité des primaires sur les sondages, où d'ailleurs on ne nie pas le caractère scientifique des sondages, ce serait aussi absurde que de nier la société médiatique dans laquelle nous nous trouvons, mais qui consiste effectivement à demander aux instituts d'être extrêmement précis dans le recensement des données qu'ils ont collectées pour ensuite faire leurs projections, que ce soit transmis et aux médias, c'est-à-dire à vous, d'être sur ce point très strict sur le plan déontologique pour effectivement indiquer aux téléspectateurs et lecteurs, ainsi qu'aux candidats, les éléments qui leur permettent de discuter. Si vous avez été entendu, là, vous en avez deux à côté de vous. Non, je sais que ces deux peuvent le faire sur ce point, je le sais bien. La question, c'est aussi la manière dont ensuite le sondage est apprécié. Quelquefois, je dois le reconnaître, que les médias et les médias audiovisuels ont une rapidité de transmission du sondage, à la différence d'ailleurs de certains des médias écrits qui sont plus scrupuleux de la retransmission des sondages. Alors ça peut en effet tuer une élection. Très souvent, d'ailleurs, au nom d'un sondage, on dit les deux candidats, on oublie les autres. Pourquoi pas les trois, alors qu'il y a quand même trois candidats qui se détachent dans le sondage. Puis enfin, il y a les autres candidats. Je veux dire, en tant que haute autorité des primaires, on ne peut pas accepter que trois autres candidats, parce qu'ils seraient plus jeunes dans l'arène politique ou parce qu'ils bénéficieraient de moins grande notoriété, soient moins bien traités. Donc on se bat pour rétablir effectivement l'équité, et puis surtout que les instituts nous disent comment ils ont fait. Je vous ai écouté, ce que vous me dites est très intéressant, parce qu'effectivement ça nous permet en effet de mieux comprendre, et peut-être, alors je dépasse alors mes 2,5 millions, alors j'ai tendance à vous suivre et monter, parce que là vous me donnez des scientifiques, il faut que mon scepticisme irraisonné cède. Voilà. Monsieur Cazenave, sur ce point. Sur ce point, je crois qu'il y a un débat qu'il faut absolument trancher. C'est une des propositions que je fais dans mon livre d'ailleurs. C'est les sondages ne sont pas des pronostics. Oui. Et ça, il faut le répéter tout au long de cette campagne. C'est ma première proposition dans ce livre. Aujourd'hui, nous mesurons un état d'esprit des sympathisants socialistes, des électeurs potentiels à ces primaires, mais ça ne préjuge absolument en rien de ce qui se passera après ces débats. Enfin, il y a une campagne qui commence ce soir avec ce débat. Dans votre livre, vous êtes plutôt ouvert à la publication des résultats bruts, comme le recommandent d'ailleurs les sénateurs Portelli et Sueur, un UMP, un socialiste, qui ont déposé une proposition de loi sur le sujet, pour plus de transparence en matière de sondage. Jean-Pierre Mignard, vous avez lu la presse également ce matin, les sondages. Dernière chose sur les sondages. Il faut laisser respirer aussi le corps électoral, et nous souhaiterions que pour ces primaires, où bien évidemment il n'existe pas de dispositif législatif qui s'impose, on puisse, et là on s'adresse à la déontologie des instituts de sondage et des médias, laisser respirer le corps électoral avec un moratoire. Ah oui, on arrête la publication des sondages 24 heures avant, on peut tenter quelque chose comme ça. Parce que sinon, 24 heures avant. Oui, mais au moins qu'on trouve effectivement un délai qui permette 24 heures avant, c'est un peu juste. 24 heures ou 48 heures, les si vous sont bien installés dans les esprits. Je veux bien, ils vont pas être d'accord. Mais réfléchis, les sondages sont utiles. Les sondages sont une donnée incontournable d'une élection. Mais ce n'est qu'une donnée, je suis d'accord avec vous. Laissons aux gens le soin, en démocratie, de prendre leur temps et de faire effectivement infuser, comme une bonne tisane, l'ensemble de ces données. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Mignard, que le formidable exercice de démocratie, les primaires, est un exercice ce soir à haut risque avec ce débat? Je pense pas, parce que la différence... Vous avez des garanties? Non, alors pas de garanties, mais je crois surtout qu'il y a une conscience de la part des responsables politiques qui sont là, que la France... On les connaît. L'Europe, oui. Vous n'avez pas établi une règle, même tacite? Si, il y a une charte éthique. D'accord, mais... Il y a une charte éthique, il y a un déroulé extrêmement minutieux, une sorte de... Il y aura des coups de griffe. Une sorte de balai vertueux. Les coups de griffe sont interdits? On a fait limer les ongles. Vous connaissez bien Ségolène Royal, justement, vous l'avez soutenu. Avec Ségolène, les campagnes sont les campagnes, il y a des débats qui sont des débats, je veux dire, au moins sur ce point avec Ségolène, il y a un débat démocratique. Oui, vous la connaissez, elle est imprévisible, elle pourrait attaquer ce soir, vu sa posture.
En général, quand elle a des idées, des convictions, elle ne les cache pas. Ça, c'est une certitude. Simplement, attention, on se situe dans une campagne primaire, à l'intérieur d'un champ de valeurs qui est commun, et de gens qui sont d'abord des concurrents et non pas des adversaires, qui vont ensuite devoir faire un exercice pas commode du tout, qui va être de passer de la concurrence à la concorde. C'est pour ça qu'ensuite, on aura une convention des conventions, comme les Américains, et que toutes les équipes vont fusionner. Ça, c'est tout à fait nouveau aussi. Les gens ne seront pas exclus. Donc ça, c'est les précautions prises. On a quand même beaucoup réfléchi à ça. Donc on a quand même mis beaucoup d'airbags dans cette affaire. Il y a des airbags. Oui. On va surveiller ça de très près. On ne va pas s'ennuyer quand même, hein? Ah ben non, j'espère que non. Ah mais c'est le risque, c'est l'autre risque. C'est l'autre risque. Non mais vous avez raison. L'autre risque, c'est l'ennui. Vous avez raison. Ben écoutez, on verra. Hein. Jean-Pierre Mignard, le député UMP Éric Raoult vient d'écrire au CSA pour protester contre le déséquilibre du temps de parole, en raison de la primaire du Parti Socialiste. Et il réclame donc un rééquilibrage. Vous pensez que c'est une revendication légitime? Est-ce qu'il y a une campagne univoque aujourd'hui de mobilisation de la gauche? Je pense que la revendication légitime de l'UMP, plutôt que de criailler, ce serait de faire des primaires. C'est le meilleur moyen de rétablir. Comme ça, ils auraient des primaires, on parlerait autant. Voilà. Oui. Et vous avez un commentaire sur le... Aucun. Non, vraiment, aucun commentaire. Je n'ai pas posé ma question encore. Non, un commentaire sur le fait que Nicolas Sarkozy ait choisi ce jeudi, le premier jour de débat, pour aller en Libye. Eh bien oui, voilà, vous voyez, c'est que lui, il pense que le débat des primaires peut être important et intéressant. Merci à tous. Enfin, ne lui prêtons pas non plus que des intentions minimes. Hein. Voilà. Oui. Bon, bref, le Parti Socialiste, bien sûr, a approuvé sa démarche pour la Libye. Hein, absolument. On le rappelle. Merci, messieurs. Donc, Hugues Cazenave, c'est la guerre des sondages. Vous faites des propositions. Vous vous justifiez aussi un petit peu sur certains sondages Opinionway? Non, j'explique les polémiques que tous les instituts ont connues. Vous particulièrement. Il y a également pas plus que les autres. Votre vice-président, Denis Pingot, qui publie, lui, Secret de sondage. Absolument. Hein? L'Élysée est toujours votre premier client? Nous ne sommes malheureusement pas le premier institut à travailler pour l'Élysée. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça fait partie de nos clients, effectivement. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce 19h. Ne manquez pas ce soir, dans la foulée du débat sur France 2, bien sûr, une édition spéciale à suivre sur Public Sénat avec de nombreux invités et tout cela animé par Sonia Mabrouk. Tout autre sujet maintenant sur lequel nous ferons réagir l'adjoint socialiste au maire de Paris, Jean-Yves Manot, la volonté gouvernementale de taxer les propriétaires qui louent à prix d'or des logements tout petits, un phénomène essentiellement parisien où les chambres de bonne sont proposées parfois à des tarifs scandaleux. L'enquête de Bérangère Dinglat. 900 € pour une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage. Voici le genre d'annonce qu'on peut trouver à Paris et que le ministre du Logement aimerait ne plus voir. Pour cela, Benoît Apparu compte mettre en place un dispositif dissuasif. Une surtaxe progressive en fonction du prix de la chambre au mètre carré. Pour une chambre de 10 mètres carrés louée 400 €, la taxe serait de 10% à payer par le propriétaire. Si celle-ci est louée 800 €, la taxe serait alors de 40%, soit 320 € par mois. Une somme exorbitante que cet agent immobilier ne juge pourtant pas efficace. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont détourner la loi et il va y avoir des affaires qui vont se régler avec du cash. Moi, je suis contre tout ça parce que je trouve qu'on veut améliorer les choses et en fait, on les empire. L'objectif clairement affiché du gouvernement est de faire baisser les prix des micro-surfaces, principalement louées par des étudiants. Mais du côté des propriétaires, on met en avant le nombre insuffisant de logements étudiants qui fait monter les prix par le jeu de l'offre et de la demande. Pour eux, la solution est ailleurs. Il y a 1 million de mètres carrés en région parisienne de locaux à usage de bureaux qui sont vides. Donc je pense qu'il y a d'autres pistes qui pourraient être étudiées de façon plus efficace qu'une taxe qui n'a jamais fait baisser un prix. Quant aux syndicats étudiants, ils se montrent aussi très sceptiques quant à l'efficacité d'une telle mesure. Celle-ci devrait prendre effet au 1er janvier 2012. Bonsoir Jean-Yves Manot, vous êtes donc l'adjoint au logement du maire de Paris. Alors Benoît Apparu fait une proposition pour essayer de contrecarrer ce phénomène, de ces loyers scandaleux qui sont effectivement souvent imposés aux étudiants qui vivent dans des 9 mètres carrés sous les toits. Alors tout le monde est contre, alors les propriétaires on le comprend, mais même les syndicats étudiants, vous, qu'en dites-vous? Honnêtement, Benoît Apparu, après une découverte tardive de la réalité du marché parisien des petites surfaces qui s'adresse aux étudiants, mais pas qu'aux étudiants, aussi aux personnes fragiles et qui ont des emplois avec de faibles ressources ou pas d'emploi du tout, loués à 400, 600 € le mètre carré, c'est ça la réalité aujourd'hui. Est-ce que d'abord d'avoir légitimé le fait
à 40 € le mètre carré, qu'il était normal de louer à 40 € le mètre carré, est une bonne chose? Je répondrai non. Aujourd'hui, un studio se loue plus fréquemment à 35 € qu'à 40, et pourquoi un propriétaire aujourd'hui ne pousserait pas la location du studio jusqu'à 40 € le mètre carré? Vous voulez faire baisser ce plafond finalement de taxation? Je pense que... Il faut taxer à partir de combien le mètre carré? Le logement n'est pas un produit de consommation comme un autre. Le logement a un rôle social, l'État est responsable du droit au logement dans ce pays, et je pense qu'on ne peut pas laisser la liberté aux propriétaires de fixer le loyer comme il le peut, comme il le veut, comme ce se passe dans d'autres pays. En France, chaque fois qu'on touche à la soi-disant sacro-sainte liberté du propriétaire, on oublie qu'à Genève, les prix sont fixés. Pas par le propriétaire. Non, je vous écoute. En Allemagne, les prix ne sont pas libres. En Hollande, les prix ne sont pas libres. Ils sont réglementés en France. Vous voulez les plafonner? Aujourd'hui, ils ne sont plus pas réglementés, la preuve. Je pense que 25 € le mètre carré pour une petite surface serait un chiffre correct, où le rendement par rapport à l'investissement pourrait être tout à fait acceptable. Je pense que les propriétaires veulent gagner sur les deux tableaux. À la fois une évolution de la valeur patrimoniale avec l'envolée de la spéculation, ils font un calcul par rapport au rendement de la nouvelle valeur de leur patrimoine. Ceci ne peut pas tenir. Je crois que nous allons dans le mur, et je pense qu'il est bon qu'en France, notamment dans les zones tendues, on limite les loyers entre 18 et 22 € à Paris sur le logement familial et à 25 € pour le logement des petites surfaces. Est-ce que vous trouverez encore des propriétaires pour louer à ce prix-là? C'est ça la question. Mais pourquoi voulez-vous qu'entre 25 € le mètre carré et 0, il y a quand même une grosse différence? Ces personnes qui louent à 40 € le mètre carré aujourd'hui, louaient à combien il y a 4 ans? Pas à 40 €, il y a 5 ans non plus. Ça s'est envolé comme ça récemment? Ça s'est envolé parce qu'on applique la loi du marché. Malgré les efforts de la ville de Paris pour développer du logement étudiant, 7 000 logements étudiants financés, je le rappelle, par la ville de Paris pour le logement étudiant, 5 000 logements pour les jeunes travailleurs. Tout ceci est nouveau, tout ceci se livre aujourd'hui, mais nous avons une énorme pression, une énorme demande. Oui, il faut avoir des mesures plus contraignantes. Combien de dossiers en instance, combien de Parisiens ou de candidats parisiens hors jeunes et hors jeunes travailleurs, 125 000 demandeurs de logements sociaux à Paris pour une attribution globale, tout contingent confondu, de 15 000 par an dans les bonnes années. Voyez s'il nous reste du travail. Et honnêtement, la problématique du logement se réglera au-delà des frontières du périphérique, bien évidemment, tout en assumant pour la ville de Paris des efforts extraordinaires. Je rappellerai simplement que la ville de Paris a sur le plan budgétaire, a mis 2,2 milliards d'euros sur les 6 dernières années, avec une contribution de l'État de 600 millions d'euros. Vous considérez que Paris, évidemment, ne peut pas loger tout le monde. Donc, Paris ne peut pas loger tout le monde, mais Paris tient à assumer le fait que Paris est une ville de diversité sociale et continuera à développer du logement social dans ces diversités de produits, à la marge. Y compris les couches moyennes. Qui exclut les classes moyennes, d'ores et déjà. Eh bien, nous voulons garder les couches moyennes à Paris en créant 2 produits. 30% des logements sociaux sont destinés aux couches moyennes et nous créons sur Paris du logement intermédiaire alors que les institutionnels ont complètement disparu. Nous recréons ceci en consacrant 20% de nos zones d'aménagement aux couches moyennes, moyennes supérieures. Est-ce que vous avez déjà visité certaines de ces micro-surfaces qui sont louées aujourd'hui? Vous avez été indigné par ce qu'on propose à prix d'or? À prix d'or, nous avons de l'insalubrité, du sans confort. Un 500 € pour 9 mètres carrés se loue sans toilette, avec toilette sur le palier et à peine un point d'eau. C'est ça la réalité de la location aujourd'hui à Paris. Et voilà des surfaces qu'on voudrait justifier à 40 € le mètre carré. Ceci est insensé. Alors il y a un autre sujet assez polémique. Là, vous vous en prenez aux propriétaires cette fois, qui louent aux touristes de passage, qui font une sorte de sous-location. Là, vous voulez faire le ménage aussi. Faire le ménage, pourquoi? Les touristes sont le bienvenu à Paris. Oui. Mais nous avons à l'hôtel plus que chez les particuliers. La réalité, c'est quoi? C'est que nous avons 105 km². Nous avons constaté qu'en 5-6 ans, entre 20 000 et 30 000 logements ont été transformés de la vocation de destination de location vers le meublé touristique. C'est un changement de destination. Le résultat, c'est 20 000 logements de moins à disposition des Parisiens, soit qui veulent acheter pour y vivre, soit qui veulent louer avec une durée long terme. Eh bien, je pense que là aussi, la liberté n'est pas de mise. Il y a des règles qui doivent être respectées. Oui à la place aux touristes à Paris, mais pas contre la place des Parisiens eux-mêmes. Bon, en tous les cas, le logement dont vous avez la charge à Paris est un sujet passionnant. J'ai vu qu'il s'agissait, par exemple, d'imaginer pour demain de construire sur ce qu'on appelle la 5e façade, c'est-à-dire sur les terrasses, de combler les dents creuses, par exemple, les espaces qu'on voit parfois entre 2 immeubles. Tout ça, il y a des solutions. Tout ça, ce sont des idées à la marge, mais qui peuvent être prises au sérieux. En tout état de cause, j'appelle ça des niches qu'on doit aussi exploiter. Très bien, c'est des idées qui viennent parfois de la droite. C'est pour ça que vous dites qu'elles méritent d'être explorées. Mais non, je crois qu'on est
Vous savez, en matière d'habitat, on ne fait pas que de la polémique et de l'idéologie, on doit être pragmatique. Chaque mesure qui peut amener un logement supplémentaire est bienvenue. Merci Jean-Yves Manot d'être venu dans le 19h ce soir. Bonsoir à tous. À suivre donc sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Pile et Face. Et puis ne manquez pas cette édition spéciale donc conjointe aux deux chaînes à partir donc de 22h15. Bonsoir à tous. Le 15 septembre, les candidats à la primaire socialiste sont pour la première fois rassemblés sur un plateau de télévision. Analyse, décryptage, moment fort. Les chaînes parlementaires proposent une émission spéciale pour retenir l'essentiel de ce rendez-vous ce soir à 23h.